Alors, on va enchaîner sur un tout autre modèle de performance sociale corrélée à la performance économique et financière avec Suez Environnement. Hélène et Pierre-Yves, donc vous allez nous parler d'une toute nouvelle façon de bâtir de nouveaux modèles contractuels. Alors la question c'est, est-ce que vous avez pensé ces modèles contractuels dans le cadre d'appels d'offres? Comment est-ce que c'est venu? Quelle en est l'origine? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous vous y prenez pour bâtir une véritable démarche de co-construction? Merci Caroline, bonsoir à tous. Je pense que tu as tout à l'heure posé la question au fond de l'équation redoutable que le capitalisme responsable doit résoudre, qui est celle de créer de la valeur économique et qui en même temps soit environnementale et sociale. Donc un des sujets effectivement qu'on s'est posé à Suez Environnement, c'est au fond de se dire comment, au-delà de la mise en œuvre d'un certain nombre d'objectifs dans tous les vecteurs de communication que l'on peut bien connaître, comment intégrer, diffuser, innerver le business, la manière de conduire les affaires, drivé par aussi de la performance sociale ou de la performance environnementale. Alors, bien sûr, on a fait le choix de parler de performance sociale. Et je crois qu'une étape importante de cette méthode, pour aller expérimenter finalement sur le terrain, dans le cadre de contrats très concrets, comment tout cela peut se tricoter, peut se nouer ensemble, c'est d'aller interroger nos parties prenantes et de leur demander quels sont les enjeux prioritaire pour elle à un échelon local, à un échelon d'un contrat. Et au fond, il y a deux choses qui ressortent assez majoritairement. C'est là-dessus que je vais mettre le focus. Le premier, c'est que nous sommes attendus en matière de performance sociale sur le droit à l'eau, sur notre capacité à rendre effectif ce droit humain qu'est le droit à l'eau. Alors, comment fait-on dans le cadre de contrats d'eau, puisque c'est bien cela notre activité, pour prendre en compte ce sujet, que ce soit d'ailleurs dans les pays en développement ou dans les pays développés? Eh bien, c'est de mettre sur la table l'ensemble des contraintes que cela peut poser. Alors, par exemple, dans les pays à l'international, dans les 70 pays dans lesquels on peut être présent à l'international, on se retrouve confronté à des problèmes d'accès à l'eau des personnes qui vivent dans des bidonvilles, dans des slums. On est confronté à des problèmes, et je reprends volontiers l'image tout à l'heure du père Samuel, de solidarité entre les populations, puisque droit à l'eau veut dire péréquation à l'intérieur d'un même espace géographique entre différents types de populations, des classes moyennes qui acceptent de payer un peu plus de manière à faire accéder les personnes en difficulté à l'eau. Et on se rend compte malheureusement que c'est une difficulté qui est en train de monter très fortement, c'est-à-dire cette complexité de la solidarité qui doit permettre cette péréquation. Donc en quoi un opérateur comme nous peut apporter des éléments de réponse à cette question de plus en plus cruciale. Donc, on essaye de mettre en place avec les parties prenantes locales, donc avec les représentants de ces slums ou de ces bidonvilles, à la fois évidemment des outils technologiques un peu différents, des systèmes de bornes fontaines par exemple, mais surtout, au-delà de cette complexité technologique, des systèmes tarifaires qui permettent de faire accéder à ce service de l'eau des populations extrêmement différentes, extrêmement hétérogènes, en reconstruisant une solidarité autour d'un tarif, d'un système de prix extrêmement spécifique, avec souvent un tarif très très bas sur l'eau essentielle, sur l'eau dont on a besoin pour tous les jours, et des tarifs plus élevés pour ce qu'on appelle les eaux, l'eau confort, etc., etc. Et ça, je pense que c'est extrêmement important que de prendre aussi ce sujet de la performance sociale comme cela, parce qu'il conduit au fond, dans le cadre d'une offre, dans le cadre d'un contrat, à être extrêmement différenciant par rapport à d'autres, puisqu'il va ajouter à la performance économique du contrat tout cet aspect performance sociale et sociétale. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui nous est aussi très souvent adressé, c'est celui, au fond, capitalisme responsable, très bien, mais en quoi vous contribuez
à l'intérêt général, à l'intérêt collectif. En quoi, par exemple, vous contribuez au développement local ou à l'emploi sur un territoire donné. Là aussi, c'est un enjeu absolument extraordinaire, essentiel, compliqué, bon, et qui mérite lui aussi peut-être de regarder les choses un peu différemment. Et là, encore une fois, dans le cadre très pragmatique de contrats, de travailler avec des partenaires avec lesquels nous n'avions pas l'occasion de travailler. Je pense notamment, en tout cas dans les pays développés, à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire avec lesquels on peut construire des partenariats qui permettent d'intégrer dans notre entreprise, dans nos entreprises locales, des populations qui émanent par exemple des chantiers d'insertion et à qui on confie un certain nombre de tâches et qu'on essaye d'intégrer au fur et à mesure. Ce qui pose d'ailleurs des problématiques managériales extrêmement intéressantes. Comment une direction des ressources humaines fait face en termes de management à la gestion de publics qui sont évidemment différents puisqu'ils proviennent à la fois de parcours professionnels et d'histoires très différentes. Et puis cette question de la contribution à l'emploi local, elle se vit, et c'est l'exemple sur lequel on a voulu vraiment mettre l'accent devant vous, très différemment dans les pays émergents. Parce que là, il s'agit ni plus ni moins d'essayer au fond de concilier une économie informelle dans un certain nombre de pays, on pense là notamment au Maroc, avec l'économie formelle qu'une activité comme la nôtre peut représenter. Et là, on a déployé, Pierre-Yves, des trésors d'innovation, d'imagination aussi, pour envisager des façons de faire assez radicalement nouvelles. Merci Hélène, bonjour à tous. L'ADN du groupe, Hélène l'a rappelé, Jean-Louis l'a un peu rappelé aussi, on est autour de la ressource, on est à porter l'eau à tous, c'est un métier absolument passionnant. On est en pleine transformation mondiale. Samuel parlait tout à l'heure de la solidarité, il suffit de parler de la COP21 et de voir comment on va devoir lâcher une partie de notre maîtrise du risque pour la suivante, on est en plein dedans. Le groupe, Jean-Louis l'a rappelé ce matin, est historiquement sur les pays matures, en tout cas eau et déchets, Europe, États-Unis, Australie. Et sur les déchets, n'était pas du tout présent dans les pays émergents. On l'était dans l'eau, et Hélène a un peu rappelé que ce travail dans l'eau avait permis de connaître ces milieux très particuliers qui sont les slums, que ce soit en Inde, que ce soit au Maroc, où il y a énormément d'initiatives qui avaient été prises, en partie relayées aussi par la Fondation. Quand Jean-Louis nous a demandé de travailler sur quelle offre pour les pays émergents, on s'est bien sûr posé des questions techniques, des questions de prix, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez tous en tête les photos, on aurait pu les mettre là, mais ça aurait un peu gâché la journée, des dépotoirs où vous avez un certain nombre de chiffonniers qui sont là-dedans. J'ai vécu plusieurs fois l'expérience, vous arrivez avec le camion poubelle et le camion est à peine ouvert, vous avez 15 pauvres airs qui se battent pour attraper le bout de plastique. C'est toujours relativement émouvant quand vous êtes à côté du chauffeur. Et donc vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à ces pays-là? Je suis leader mondial de la ressource, du travail sur l'environnement, et bon, il nous faut une offre intelligente, compétitive, Jean-Louis l'a rappelé, et il faut une offre qui prenne en compte ces gens-là. La Banque mondiale dit qu'il y a 3 à 4% de l'emploi dans les pays émergents qui est lié au recyclage informel. Ce chiffre me paraît absolument fascinant, mais je n'ai pas les moyens. Qui suis-je pour contester la Banque mondiale? Mais enfin, on parle de gens, et en tout cas, nous, sur ces centres d'enfouissement, sur les décharges sauvages, parce qu'on va les transformer, nous, en centres de valorisation et d'enfouissement, on voit ces gens-là. Et on a commencé à se dire, bon, on est capable avec nos ingénieurs de concevoir une offre intelligente qui va apporter une partie de valorisation du déchet à travers la fabrication de compost, à travers le recyclage d'une partie des matières, à travers la préparation de combustible pour cimenterie. Donc ça, c'est nos savoir-faire techniques. Donc ça, on sait faire. Il faut adapter certaines techniques aux déchets, mais bon, ça, c'est très, je dirais, c'est notre cœur de métier. Le vrai sujet, c'est ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils sont sur site. Il faut voir qu'un centre d'enfouissement et de valorisation bien géré, c'est 15-20 personnes pour une ville d'1 million de personnes. Et en face de vous, vous avez 100 à 200 personnes qui vivent là, qui ont le Douar à côté et qui sont chez eux. Donc même si j'ai un contrat, je ne peux absolument rien faire si je ne sais pas travailler ce lien, cette intégration et cette transition. Donc avec les équipes, on s'est dit, on a une culture, on a une ADN qui nous permet de faire ça. On a l'expérience de l'eau, Hélène l'a rappelé.
Et on aime ce genre de challenge. Je dirais, ça fait partie des motivations que les collaborateurs du groupe aiment faire en se disant on va essayer quelque chose de nouveau, de très compliqué. Pour moi, c'est le principal risque que notre investissement ne marche pas. La technique, on y arrivera toujours, ça coûtera plus ou moins cher, mais ça marchera. Le problème d'intégrer une coopérative, puisqu'on est en cours de création d'une coopérative, l'exemple c'est Meknes. Donc Meknes, on a un élu qui veut enlever sa verrue qu'il a dans cette magnifique vallée, si vous connaissez Meknes, qui est derrière Meknes. Puis une grosse verrue noire qui est un site où ils entassent leurs déchets depuis des années sans les traiter. Et vous avez 150 personnes qui travaillent là-dessus avec des enfants. Et je crois qu'il y a 500 animaux aussi qui sont là. Enfin, l'horreur. Mais c'est toute l'Afrique est comme ça. Hein, je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux. Et même à Dubaï, c'est à peu près pareil. Donc voilà, les pays émergents, c'est ça. Donc on se dit, on a un élu qui a envie de changer les choses, qui est prêt à consacrer une partie de son budget pour passer de 2-3 euros la tonne à 20 euros, ce qui pour eux est très significatif. En France, on est plutôt à 80-100 euros la tonne. Et donc on se dit, bon, on a un problème, on a une question, on a une opportunité, vous le prenez comme vous voulez, c'est ces gens-là. Donc on travaille avec les élus, on travaille avec notre expérience, on met en place un facilitateur, un médiateur, donc une ONG qui est consultant, qui connaît ces milieux-là, parce que vous avez vu comment je suis foutu, moi. Donc, je veux dire, si je vais voir le chiffonnier du coin, il va me regarder de travers. Donc, comment on va faire ce travail d'intermédiation, même avec notre bonne volonté d'avoir des expériences de travailleurs, effectivement, en insertion en France et tout ça, on est dans des milieux très différents. Et il va falloir qu'on ait... vous avez le grossiste qui est là, qui est un interlocuteur très important, parce que c'est lui qui paye les chiffonniers. Et donc, toute cette transition sociétale, on va la gérer. Donc on fait le pari de leur donner un lieu, de leur donner des équipements, de les obliger à travailler dans des normes de sécurité, de plus être sous les camions, à se précipiter sous les camions dès qu'ils arrivent. Donc on a cette formation-là, donc on va les former, on va leur apprendre l'autonomie aussi, parce qu'il va falloir qu'ils apprennent à partager la ressource, alors que là c'est le premier servi, premier gagné. Il va falloir qu'ils apprennent à gérer leurs équipements. Donc nous, on va leur donner des moyens techniques, mais on va aussi leur laisser l'autonomie. Voilà, donc on travaille sur toute cette transition. Je ne vous cache pas que c'est encore work in progress, hein, donc on est en pleine phase de cette transition. L'aspect technique, lui, a bien avancé, et on l'a fait appuyé par les élus. Et j'ai donné ce qu'on appelle chez nous un refus de remettre une offre. On avait commencé à travailler sur une offre au Marrakech, où il y avait 400 chiffonniers, et on n'avait aucun appui du wali, donc du préfet ou du maire, pour gérer cette transition-là. Et j'ai dit, on ne fera rien, Suez, contre les chiffonniers. C'est impossible. Si on n'a pas un certain nombre de gens qui veulent nous aider à faire cette transition, à former les gens, à gérer la transition, à choisir éventuellement ceux qu'on garde et ceux qu'on transfère, à aider à ce que les enfants ne viennent plus travailler, ce genre de choses. Donc on a arrêté le projet, on ne l'a pas gagné. Parce que voilà, le but, c'est que ça réussisse. Donc on est en train de travailler ça. On est en train complètement de modéliser ça, parce que pour nous, Jean-Louis parlait de compétitivité ce matin, tout à l'heure, c'est de la compétitivité, c'est de la différenciation. C'est surtout qu'en fait, on ne saura pas travailler autrement. Donc soit l'élu, les décideurs, ça les intéresse d'avoir un partenaire comme Suez Environnement qui les accompagne dans cette transition. On n'est pas une ONG, hein, mais on va les aider sur cette transition-là, et on en fait un point aussi d'appui. Et c'est pour ça qu'on parle de nouveaux business models et autres. C'est quelque part, c'est gagnant-gagnant cette histoire. On retrouve du sens dans ce qu'on fait tous les jours, parce qu'on a besoin de ce sens, les équipes ont besoin de se dire on fait quelque chose de bien pour la planète, pour faire simple, et pour tous ces gens-là. Et en même temps, on en fait un avantage de différenciation, un avantage compétitif, parce qu'on est aussi là dans la bagarre, parce que nos concurrents, eux, ils vont aller au moins 10 ans. Ils vont être moins chers que nous. De toute façon, voilà. Donc nous, il nous faut quelques cartes aussi pour raconter aux élus ce qu'on peut leur apporter, que ne vont pas lui apporter un concurrent beaucoup moins cher, qui va juste faire un peu de technique dans son coin. Et c'est cette histoire-là qu'on est en train d'écrire. On l'a testé aussi avec des grands stakeholders comme la Banque mondiale et les grandes institutions financières. Et bien sûr qu'ils accrochent, ils ont un début de réponse à ce problème-là. Et donc on espère pouvoir déployer ça à travers toute l'Afrique, l'Amérique du Sud, en fait tous ces problématiques sont un peu les mêmes dans au moins 3 continents avec le sous-continent indien, et de pousser ça. Et au cœur de ça,
il y aura toujours la question, est-ce que les chiffonniers qui sont là, on est capable de les intégrer ou pas? Et si on n'est pas capable de les intégrer, on n'ira pas. Il y a suffisamment d'opportunités pour qu'on fasse le tri. Et voilà, donc on est en train d'écrire cette histoire-là. Je trouvais que c'était un bel exemple de comment transformer une ADN, une envie, une culture de groupe en un business model, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est prendre des parts de marché, c'est développer notre business, et c'est aussi contribuer à améliorer l'impact CO2 sur la planète, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un bel exemple d'expertise partagée du risque, pour reprendre, Père Samuel, votre expression tout à l'heure, parce que effectivement, on prend un risque économique, on prend un risque financier, on prend un risque aussi social, parce que c'est du jamais vu, donc on ne sait pas si ça va véritablement marcher, cette intégration. Et donc, ça a des conséquences sur la mobilisation de nos salariés autour de ces enjeux qui est absolument extraordinaire. Donc, ne serait-ce que ça, on considère déjà que là, il y a des éléments de réussite qui sont extrêmement importants en termes de climat interne. Je voudrais juste, pour conclure, dire deux choses. Tout cela, toutes ces expérimentations, toutes ces innovations dans nos business models, au fond, elles sont rendues possibles par deux choses qui sont assez essentielles. D'abord, c'est la transversalité dans l'organisation de Suez Environnement, le fait qu'il n'y ait pas de silo entre les directions, que ce soit une direction des projets, une direction commerciale, une direction des ressources humaines ou une direction du développement durable. Et ces passerelles organisationnelles, au fond, favorisent cette approche qui, par définition, doit être un peu écosystémique ou systémique déjà, pour faire le lien entre performance sociale et performance économique. La seconde chose, c'est que tout cela, et c'est notre étape d'après, celle qu'on est en train, au fond, de préparer, de mettre en scène, elle a une incidence sur la manière dont on construit un modèle économique. C'est-à-dire la manière dont, au fond, petit à petit, on va introduire des rémunérations qui vont être fondées non plus sur des volumes de déchets ou des volumes d'eau, comme ça a été le cas depuis longtemps, mais sur de la performance, alors de la performance environnementale, mais aussi de la performance sociale. Et quand on sera capable de tirer ce raisonnement jusque-là, c'est-à-dire de faire reposer ce modèle économique sur ce type de critères, alors on pourra dire probablement que le capitalisme est véritablement responsable. Merci beaucoup. On peut les applaudir, Hélène, sur cette note. En tout cas, ce qui est, et pour rebondir sur les propos de frère Samuel, ce qui est dans un cas comme dans l'autre, extrêmement enrichissant et qui peut vraiment que nous rendre optimistes, c'est qu'effectivement la compétitivité n'est pas du tout antinomique de la solidarité. On peut, et c'est vraiment ce chemin vers lequel on tend. Donc ça ne peut que redonner énormément de joie. Voilà. Alors je vous remercie.